Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Première maladie génétique dans le monde, la drépanocytose touche plus de 120 millions de personnes, dont près de 66% vivent en Afrique, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Cette maladie qui affecte donc l'hémoglobine des globules rouges provoque chez les personnes qui en sont atteintes donc de l'anémie, des crises douloureuses et même un risque d'infection. Autre chose, c'est que la drépanocytose a mis à l'écoute a un impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie, du quotidien marqué par la douleur à la scolarité en passant par la vie professionnelle. Les défis sont nombreux pour les patients et leurs proches et comprendre leur vécu permet de mieux adapter les politiques de santé, des accompagnements éducatifs et professionnels. Comment vivre avec la drépanocytose? C'est notre thématique du jour et nous en débattons avec deux invités en studio. Monsieur Djezumenvo Herman Longbenon, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes le président de l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin et vous êtes patient. En face de vous, madame Angèle Alapini Aïe, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes vous parent d'enfants drépanocytaires et présidente de l'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose, en abrégé MUFELD. Merci à vous deux d'être là. Alors, à quel moment avez-vous su que vous êtes atteint de la drépanocytose, cher Herman? De façon consciente, moi j'ai su que j'ai la drépanocytose à 10 ans parce que j'allais à l'examen blanc et je me suis laissé taper par la pluie. Après, j'ai eu une crise et c'est à l'hôpital qu'on m'a dit que je souffrais d'une maladie, même si les parents m'avaient diagnostiqué plus tôt. Mais à un moment donné, comme je n'ai pas fait de crise, bon, ils ont oublié. Et bon, voilà. Et depuis, comment est-ce que vous vivez avec la drépanocytose? Déjà, avant de sortir de l'hôpital, en ce temps-là, le médecin m'a donné quelques recommandations qu'il fallait suivre. D'accord. Et il me disait que je ne suis pas comme les autres enfants et que je devais respecter certaines consignes, comme le fait de rester à l'écart des jeux brutaux, le fait de boire beaucoup d'eau, le fait de surveiller ma température et plusieurs autres aspects. D'accord. Être parent d'enfants drépanocytaires, est-ce un quotidien facile, madame Angèle Alapini Aïe? Merci, madame la journaliste. C'est pas un quotidien facile, mais je dirais avec l'information et l'éducation, oui. Ça peut se gérer. Et est-ce que c'est parce que vous avez un enfant drépanocytaire que vous avez voulu donc créer cette organisation-là? Cette association? Il faut dire que je fais partie d'un trio de femmes qui, en son temps, ça fait très longtemps, ça fait une vingtaine d'années au moins, en son temps donc, vivaient le quotidien des parents et avaient participé au premier congrès organisé ici contre la drépanocytose. Donc, ce trio de femmes avait pensé utile de créer une association représentant les parents pour aider les autres parents qui ne sont pas informés, qui ne sont pas éduqués, qui ne savent pas comment gérer la maladie, parce qu'on est tous affolés quand on apprend ça. Quand son enfant est drépanocytaire, on est tous affolés. Et pourquoi on est affolés? On est affolé par rapport aux idées que nous avons héritées de la drépanocytose, tout simplement. Et quelles sont ces idées-là? Ces idées, c'est qu'un enfant qui naît drépanocytaire ne vit pas longtemps. S'il ne meurt pas avant 5 ans, c'est avant 10 ans, ou il n'aura pas 18 ans. Des idées préconçues. Voilà, des idées préconçues, où la femme subit... je dirais de malcompréhension, de malentendus dans la famille parce que elle a donné naissance à un enfant malade. On pense que c'est une femme qu'il faut rejeter, qu'il ne faut pas accepter. Cette femme donne des enfants malades. Ou autre chose, c'est la sorcellerie qui attaque les enfants. Donc vous en avez été victime. Oui. Et donc, comment est-ce que vous avez su gérer cela au quotidien, madame Alapini? Bon, il faut dire que quand j'ai eu... C'est mon aîné qui est SS en fait. Bien sûr.
Et quand j'ai eu mon enfant, depuis sa naissance, elle avait présenté déjà, c'est une fille, elle avait présenté déjà des signes de ballonnement de dos, de mains, de pieds. Et c'est ça qui nous a amenés à l'hôpital. Et c'est depuis ce temps qu'on nous a dit qu'elle avait l'hémoglobine S en présence. C'était pas encore confirmé. Et on nous a dit à 6 mois, ce sera confirmé. Parce qu'à la naissance, là, on ne pouvait pas en son temps savoir ou avoir la confirmation. Donc, on gérait un temps soit peu ce qu'elle avait, comme le médecin de famille gérait ça. Et le moment venu, on a fait le test. Donc, il nous a envoyés au centre de prise en charge. Donc, c'est depuis la naissance que ma fille était prise en charge. Et c'est vous-même qui le lui avez dit ou ce sont les médecins comme le cas de Herman? Non. On a grandi avec, puisqu'on était suivis. Non, elle-même, elle savait qu'elle a la maladie. Elle a grandi avec, on a grandi avec elle. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, on lui expliquait, tu n'es pas comme les autres, tu dois te prémunir, tu dois faire attention. Il faut apprendre à l'enfant, il ne faut pas le lui cacher. C'est sa vie. D'accord. Voilà. Herman Langouinon, dites-nous un peu, quelles sont les manifestations les plus fréquentes de la drépanocytose que vous ressentez, par exemple, au quotidien? Je dirais qu'il y a 3 grandes manifestations que je ressens. La première, c'est l'anémie. Je suis constamment fatigué. J'arrive pas à faire de l'effort physique. Du sport, vous voulez dire? Bon, je fais du sport à ma manière maintenant que je suis grand, mais avant, c'était compliqué. Sur les bancs, c'était compliqué. Et aussi, je sens de la fatigue constante. Vous voyez un peu, je sens affaibli, j'ai de la palpitation à des moments donnés quand je fais peu d'efforts. Voilà. Et à part ça, il y a aussi les crises vaso-occlusives, ce qu'on appelle communément les douleurs dans les os, dans les articulations, au niveau des organes. Et c'est ça qui fait vraiment mal et difficile à gérer parce que tu es là seulement, peut-être tu as un petit stress et très vite, tu commences par avoir mal à la tête ou mal au ventre et puis ça te prend tout le corps, tu n'arrives plus à rien faire du tout, tu as chaud, tu as froid et puis tu ne sais même pas dans quel état tu es, tu as besoin de vent, tu as besoin de la fraîcheur, tu as besoin de la chaleur en même temps. À la limite, vous criez, vous hurlez même s'il le faut. Bien sûr, tu appelles du secours, tu te dis, bon, si on t'enlevait, on t'amputait ces membres-là en entendant que la douleur parte, ça serait mieux pour toi parce que c'est hyper quoi. Mais comment est-ce que vos parents vous assistent par rapport à ça? Vos parents, vous êtes avec vos parents? J'étais avec mes parents. D'accord. Et ils vous ont accompagné? Oui, mes parents m'ont beaucoup accompagné. Lorsque les crises démarrent, qui vous aide en fait? Parce que vous avez forcément besoin d'aide. Oui. Quand mes parents étaient là, c'était maman qui prenait tout en charge. Vraiment, déjà, les premiers signes, elle ressent et elle sait ce qu'il faut faire. Il y a déjà un lot de traitements à la maison. On commence déjà par ça. Et lorsque ça nous dépasse, on allait automatiquement à l'hôpital. Et c'est elle qui me soutenait. Elle me soutenait dans ces crises-là. D'accord. Angèle Alapini Ayi, est-ce que le fait que vous ayez eu, vous avez été jugé, voilà, par les membres de votre belle famille, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça a eu un impact sur votre enfant? En fait, j'ai pas été jugée. Moi, je n'ai pas vécu ça. Ah, d'accord. Mais vous connaissez des gens? Moi, j'ai eu la chance, mais je connais des gens qui ont vécu. J'ai pas vécu ça du tout. D'accord. J'ai même eu la présence de mon époux, de la belle famille. J'ai même eu leur présence. D'accord. Mais dans les cas où ça se passe comme ça, est-ce que l'enfant aussi est touché quelque part? Quel impact ça a sur lui ou sur elle? Il faut dire que c'est à la fois un impact sur la vie des parents que la vie de l'enfant même. C'est même pour ça que certains parents préfèrent ne rien dire à l'enfant et subissent. Voilà, les parents préfèrent subir eux-mêmes et ne rien dire à l'enfant parce que, écoutez, à quel âge il faut dire à un enfant que c'est à cause de toi que
Il faut. Et beaucoup de parents subissent aussi, quand les enfants grandissent et prennent conscience, les enfants les accusent. Et là, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Ce n'est pas tout à fait la faute des parents qui font des enfants drépanocytaires. Ce n'est pas tout à fait leur faute. Expliquez-vous. Il y a la providence qui joue à des moments donnés. Je suppose que vous êtes parents AS et vous avez, enfin, vous deux, parents AS. Quand vous êtes parents AS, à chaque grossesse, la probabilité qu'on pose se joue. À chaque grossesse, la probabilité se joue. Et donc, dans cette probabilité qui se joue, où vous avez 25% de SS, 25% de AA et 50% de AS probable, à chaque grossesse, la providence peut vous faire avoir que des SS à chaque grossesse. Mais avant d'en arriver là, en même temps, la providence peut vous aider à avoir que des AA à chaque grossesse parce que nous avons toutes ces possibilités. La providence peut vous aider à avoir des enfants AS à chaque grossesse. Donc, il ne faut pas qu'on fasse l'erreur. Quand j'ai déjà fait un, je n'en ferai plus. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse histoire. Ce n'est pas vrai. Donc, la providence joue dans ces cas. D'accord. Mais pourquoi nous disons qu'il faut forcément aider les jeunes à faire un bon choix? C'est déjà bon à notre niveau, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, de faire la part des choses et de laisser le reste à la providence. C'est pour ça que nous appelons la responsabilité de la jeunesse dans leur choix. Donc, quand tu connais ton électrophorèse aujourd'hui, tu peux faire en toute conscience le choix de ton conjoint pour le bonheur des futures progénitures. Mais pourquoi est-ce qu'autrefois, ça ne pouvait pas se faire comme ça? Puisqu'aujourd'hui, vous mettez l'accent sur la prévention. Comment l'expliquer? Il faut l'information. Et la deuxième chose, quand vous ne vivez pas avec un enfant qui a la maladie, vous pensez qu'il suffit, que c'est des maladies passagères, des crises passagères et qu'on peut gérer. On pense qu'on peut gérer et que c'est pas grave si on a de l'argent, on peut amener l'enfant. Or, dans la réalité, non, c'est une souffrance pour l'enfant d'abord et pour nous parents ensuite. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous dites non, c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est pas bon de le faire. Donc, il faut forcément sensibiliser, mettre l'accent pour que les gens prennent conscience de la gravité de la vie d'un enfant pareil. Est-ce qu'il vous arrive, Madame Alapini a dit, que votre fille vous accuse ou accuse son papa? Bon, je dirais que je n'ai pas vécu ça non plus. Vous savez, c'est depuis sa naissance qu'elle a. Mais beaucoup de parents vivent ça. Le conseil que je donne aux parents, c'est toujours d'expliquer. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait la faute des parents. La providence joue quoi qu'on dise. Bien qu'on doit être informé pour faire son choix, c'est-à-dire l'information et l'éducation, il faut que l'enfant aussi comprenne que la providence peut jouer, c'est pas toujours la faute des parents. Pour amener l'harmonie dans la famille. Herman, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Bon, à un moment donné, j'ai pensé que la faute aux parents. Concernant mes parents, j'ai compris après que parce que moi, ma maman, elle était souffrant de la maladie, mais elle ne savait pas qu'elle pouvait transmettre. Voilà, donc j'ai compris qu'elle n'avait pas cette information. Vous voyez. Alors, quand j'ai compris cela, je me suis dit, voilà, il faut maintenant que les gens comprennent et fassent des choix en conséquence. Donc, c'est très important. Mais le fait d'accuser, bon, ça peut arriver, nous sommes des humains, mais bon, ça ne règle pas le problème. Est-ce que de tous les enfants, c'est vous seul qui êtes drépanocytaire? Non, dans ma fratrie, nous sommes au moins 3 drépanocytaires et aujourd'hui, les autres ne vivent plus. Et il y a eu le problème aussi du diagnostic en retard. J'étais le seul qui était vraiment suivi, toutes les attentions étaient sur moi. Et ce qui m'a même amené à créer mon association, c'était qu'en 2015, j'avais ma soeur
qui a fait sa première crise. C'était même dans ces circonstances qu'on a su qu'elle était SS, tout comme moi, parce qu'elle ne faisait pas de crise. Vous voyez, donc elle est partie dans le même hôpital où moi j'ai été sauvé il y a quelques mois. Donc je me suis dit, mais bon, ça veut dire qu'il y a encore du problème à gérer. Alors j'ai dit, il faut que l'information aille partout. Et c'est pour ça que vous avez créé votre association de lutte contre la drépanocytose au Bénin. Madame Alapini, aujourd'hui, les gens peuvent vivre avec la maladie. Il y a un traitement adéquat dans notre pays. Qu'en est-il exactement? Bon, on ne peut pas parler de traitement à proprement dit, mais... Je veux dire, pour soulager les douleurs. Oui. Il y a la possibilité de prise en charge. Il y a la possibilité de prise en charge qui permet aux parents d'être éduqués, d'être informés des crises, de leur survenue et de comment les gérer. Mais est-ce que le traitement est, je veux dire, oui, le soulagement, on va dire, des douleurs, est-ce que c'est accessible à tous les patients ou c'est un peu coûteux? Oui, c'est coûteux, je dirais même très, très coûteux. Et ça fait que certains parents démunis gardent leurs enfants pas devant eux, malgré la douleur, malgré tout, parce qu'ils ont peur d'aller dépenser à l'hôpital. Or, quoi qu'on dise, la prise en charge et le suivi aident toujours à bien entretenir son enfant, à lui permettre de vivre une vie meilleure. Donc, le traitement n'est pas accessible. Enfin, le traitement n'est pas disponible pour le moment où est très coûteux. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de la greffe de la moelle osseuse. C'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais le suivi quotidien aide beaucoup. Et le suivi quotidien, c'est déjà qu'il faut qu'il mange. L'enfant doit manger les bonnes choses à l'heure déjà. L'enfant doit bien manger, bien s'hydrater et prendre les médicaments quotidiens qu'on prescrit. Prendre les médicaments quotidiens qu'on prescrit. Ça, c'est indispensable parce que dès qu'on prend en charge très tôt, l'enfant vit. Et normalement, vous ne saurez même pas que si l'enfant ne fait pas une crise devant vous, vous ne saurez pas que c'est un enfant drépanocytaire. Or, quand l'enfant n'est pas très vite et très tôt, ça dit qu'il faut une prise en charge précoce dès la naissance. C'est pour ça que, on est en train d'œuvrer avec toutes les associations pour que le gouvernement puisse instaurer ce dépistage précoce. C'est-à-dire que dès la naissance, on doit savoir si l'enfant est ou non un drépanocytaire, SS ou SC, c'est les deux formes de drépanocytose, et prendre l'enfant en charge en même temps. D'accord. Et sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Et que l'information passe. Au niveau de votre association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose, est-ce que c'est le même objectif? Nous visons aussi les familles, parce que en dehors de la sensibilisation pour éviter la maladie, il faut aider ceux qui sont déjà nés, les familles qui vivent ça déjà, il faut les aider à surmonter la prise en charge, à surmonter les difficultés, je dirais, les complications, à surmonter les complications de cette maladie et à les gérer et à offrir à leurs progénitures qui sont déjà nés, ils n'ont pas choisi de naître. Et c'est là que j'appelle la responsabilité davantage des parents à aider leurs enfants à vivre avec la maladie. Parce que c'est possible quand nous prenons en charge les enfants très tôt, ou quand même prendre les enfants dès qu'on sait que c'est ça, ils vivent avec cette maladie, les prendre en charge pour pouvoir leur permettre de vivre aisément. D'accord. Quand on prend le cas de Herman, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que vos frères et sœurs aussi étaient atteints de la maladie, justement. Et il y a des familles dans lesquelles vous avez 4-5 enfants et c'est un seul parmi tous ces enfants-là qui a justement la maladie. Et du coup, est-ce que dans un cas pareil, c'est compliqué pour cet enfant-là de vivre quotidiennement avec la maladie? Est-ce qu'il ne va pas se dire, pourquoi moi? Quand ça se passe comme ça, comment agir en tant que parent? Madame Alapini Ayi. C'est une question cruciale. Quand vous avez un seul enfant, c'est vrai, moi j'en ai un seul, et c'est mon aîné. Après elle, il y a eu 2 autres, mais qui sont AA.
D'accord. Et donc, c'est un peu l'exemple que vous donnez. C'est un peu mon exemple. C'est vrai que quand l'enfant est seul, et c'est presque à lui seul que vous prêtez autant d'attention, ça peut générer des conflits entre fratries, frères et sœurs. Ça peut générer des conflits. Généralement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et c'est aux parents encore d'expliquer à leurs enfants que tel a tel problème. Quand les enfants comprennent, ça peut se faire. C'est vrai que tous les enfants ne sont pas pareils. Tous les enfants ne sont pas pareils. C'est aux parents de connaître chacun de ces enfants et de savoir comment gérer entre eux. Quoi qu'on dise, même s'il n'y avait pas la drépanocytose, quand il y a plus de préférence à un enfant qu'à l'autre, ça générait toujours ça. Donc, il faut pouvoir faire asseoir les enfants, leur expliquer chacun son cas et même amener les autres à aider celui ou celle parmi eux qui est malade ou qui est atteint. Parce que les autres auraient compris. Voilà. Mais en même temps, je dirais aux parents de ne pas trop chouchouter. Attention. Faire attention à l'enfant, mais pas trop chouchouter, sinon après, l'enfant n'arrive plus à rien faire. L'enfant n'arrive plus à rien faire. Quand l'enfant est chouchouté jusqu'au bout, ça dit qu'on les suit, même à 20 ans, 30 ans, quand l'enfant drépanocytaire, même après le mariage, a un problème, mais trois parents qui vivent, tu es obligé d'aller secourir parce que c'est toi qui comprends mieux comment ça peut se gérer. Donc, tu es toujours présente. Quand tu vis là, tu es toujours présente. Mais quand tu ne vis pas, c'est un problème. Donc, il faut forcément éduquer nos enfants à se prendre eux-mêmes en charge en leur expliquant les choses et parfois en les laissant agir, en ayant l'œil sur eux. Peut-être aussi travailler avec un psychologue. Un psychologue est important dans ces genres de situations. Bien sûr, très utile même. C'est pour ça que nos associations, il arrive qu'on organise des sensibilisations et des éducations aux familles avec des psychologues pour la prise en charge psychologique qui est très, très utile. Herman Langbenon, est-ce que le fait d'être drépanocytaire a agi par exemple sur votre cursus scolaire ou même dans votre vie professionnelle? Bien sûr. De quelle manière? La drépanocytose, quand elle vous prend, elle gâche toute votre vie. Et déjà, lorsque j'ai eu ma première crise, ça a empiété sur mes rêves parce que, moi je me voyais militaire, soldat à la fin de mon cursus. Mais on m'a dit que je ne pouvais plus faire ça. Donc, j'ai intégré et ça a changé ma conception. Et lorsque j'étais au cours secondaire aussi, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'étais obligé de rater quelques interrogations, quelques cours, voilà. Et à un moment donné, les professeurs ont compris, l'administration a compris, et puis ils essayaient de gérer avec moi. Et enfin, quand j'étais allé à l'université, il y avait, lors de ma deuxième année, j'avais raté toute une composition. Et j'étais revenu avec le certificat médical. Même avec ça, ça n'a pas été facile. C'est vrai que j'ai validé l'année, mais ça n'a pas du tout été facile. Donc c'était compliqué. C'était hyper compliqué. Et aujourd'hui, vous travaillez Oui, j'ai eu à travailler, mais uniquement avec des patrons qui m'ont compris. Il y en a de façon rare qui comprennent vraiment. Mais aujourd'hui, je cours plus vers l'entrepreneuriat parce que la pression, le challenge au niveau de la profession, au niveau du travail avec quelqu'un d'autre qui ne comprend forcément pas la maladie est très difficile. Mais à un moment donné, moi, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui comprend. Quand ça ne va pas, je lui dis ça ne va pas. Il dit repose-toi. D'accord. Herman, j'ai bien envie de vous demander, depuis que vous avez su que vous êtes donc atteint de la maladie, comment est-ce que la société, les gens vous regardent? Bien sûr, la première chose que les gens se disent en me voyant, c'est que bientôt il va mourir. Après ça, ils se disent les patients drépanocytaires ne servent à rien, ils sont pas capables de faire beaucoup de choses. Et voilà. Mais la nature, sachant faire ces choses, la majorité d'entre nous, on est très intelligents. On ne peut pas manquer de tout. Voilà. Et surtout dans le mariage, dans les processus de mariage,
ces patients ont des difficultés à se retrouver avec un conjoint parce que la société pense que bientôt, si c'est un homme, il va partir et laisser sa femme. Si c'est une femme, elle va partir et laisser son homme. Voilà. Et d'autres disent même qu'il faut vite faire un enfant et tout ça. Bon, c'est pas des choses qui sont confirmées. Et c'est plus la société qui pense ce qu'elle veut. Du coup, vous ne les prenez pas trop à cœur en réalité. Pas... Mais aujourd'hui, si vous devez vous mettre en couple, je ne sais pas si vous êtes déjà en couple, est-ce que vous allez demander à votre partenaire de faire le test de l'électrophorèse? C'est la première chose que moi je demande. Hein. D'accord. Donc vous mettrez un accent sur la prévention. A ou rien. Il n'y a pas de négociation. A ou rien. Parce que je suis SS, donc c'est A ou rien. D'accord. Mais est-ce que vous demandez si de l'autre côté, elle voudra se mettre en couple avec vous et ne pas prendre en compte tous les préjugés, tout ce qu'on dit? C'est là que se retrouve le travail. Ouais. Voilà, parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore ouvertes d'esprit sur la drépanocytose elle-même et sur les conséquences, les stéréotypes, les stigmatisations que cela peut avoir autour. Et c'est pour ça que les associations comme la mienne et Mufeld aussi travaillent pour éveiller les consciences sur le fait que c'est une maladie comme toute autre et que ça peut se gérer et que ce n'est pas la fatalité. Moi, parfois, je me vois encore plus puissant que certaines personnes qui se disent bien portants. D'accord. Madame Angela Lapini-Ayi, il arrive que certains hommes disent que moi, je ne vais pas prendre une femme drépanocytaire, je ne vais pas mettre tout mon salaire dans une maladie pareille. On vous attendait en tout cas de ces genres de choses. Qu'avez-vous à dire là, tout de suite par rapport à ça? Oui, merci beaucoup. C'est un sujet très, très important aussi. Hein. C'est les enfants drépanocytaires, en dehors du challenge que nous, parents, nous avons de les entretenir de leur enfance jusqu'à leur adolescence et leur âge majeur, ils ont en face de la société un autre challenge. Dans la vie active, ils ont un autre challenge personnel. Et donc, comme on dit, c'est un suivi perpétuel. Donc, quel est le challenge? C'est que quand on a fini de leur apprendre à vivre avec leur maladie, ils sont confrontés au problème de choix de conjoint et de cette stigmatisation de la société qui les empêche de travailler ou les empêche d'avoir un conjoint. Or, nous parlons aujourd'hui du dépistage, de connaître son électrophorèse. C'est ça qui nous aide à faire un bon choix. C'est ça déjà la prévention? C'est ça déjà la prévention. Et c'est ça qui nous aide à faire un bon choix. Et c'est la prévention qui nous aide aujourd'hui à éviter cette maladie, à éviter d'avoir des enfants qui ont cette maladie. L'enfant qui est drépanocytaire aujourd'hui n'est pas, en faisant un bon choix, il peut faire des enfants en bonne santé. Et l'autre chose, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes des parents porteurs de traits, mais en bonne santé. Et pourtant, nous avons transmis, puisque c'est génétique et héréditaire, nous avons transmis à nos progénitures cette part de nous qui est S, et l'enfant devient un enfant malade. Donc, il y a ces 3 challenges là pour l'enfant drépanocytaire à relever dans la vie. Donc, il faut que les parents sachent que l'enfant qui est drépanocytaire peut avoir un conjoint AA et faire des enfants normaux. Au lieu de chasser l'enfant, dire non, ma fille ou mon garçon ne peut pas épouser un enfant malade. Voilà qui est bien dit. Est-ce que le ministère de la Santé vous accompagne en tant qu'association dans la lutte contre la maladie? Bien sûr. Le PNLMNT par exemple? Tout à fait. D'accord. Donc hier, c'était la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le thème de cette année, action mondiale, impact local, donner aux communautés les moyens de défendre efficacement leurs droits. On va conclure là-dessus. Comment avez-vous célébré, je le dis comme ça, la journée d'hier? C'était un moment de réflexion ou vous êtes allé sur le terrain pour sensibiliser davantage? On a commencé à célébrer juin depuis le 1er juin. Ah oui, c'est juin vermeil. Voilà, juin vermeil. Oui. C'est vrai que hier, c'était la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose et nous avons eu dans 4 villes du Bénin des séances d'information avec les patients, de célébration avec ces personnes-là. Mais je peux dire et assurer que juin vermeil, c'est toute une panoplie d'événements et qui commence par la journée de l'arbre, le 1er juin, et le 14 juin, la journée mondiale des donneurs de sang. Et
Après le 19 juin, hier, où nous avons assisté les malades aussi. Voilà, c'est très important de le dire. Et déjà, en différé, le samedi prochain, 21, nous serons dans les rues de Cotonou, à commencer par le ministère de la Santé, pour sensibiliser à travers une grande marche, une mobilisation très grandiose, pour pouvoir parler, pour pouvoir rendre visible la drépanocytose, la lutte contre la drépanocytose. Voilà. Et donc, nous poursuivons nos actions parce que c'est, en plus du ministère, à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, nous, associations et d'autres institutions, partenaires entreprises, se sont positionnés pour pouvoir éradiquer, faire de cette lutte une véritable priorité. D'accord. Madame Alapini-Ayi, au niveau de MUFED, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. On était, on est ensemble dans Juin Vermeil et nous l'avons initié l'année passée. Et cette année, le ministère de la Santé est fortement présent avec nous et je crois que Juin Vermeil va prendre, et désormais le mois de juin serait pour conscientiser plus de monde et faire le plaidoyer par rapport à la drépanocytose, à la lutte contre la drépanocytose. Merci beaucoup à vous. Il faut dire que Juin Vermeil, c'est un peu comme Octobre Rose, tout simplement. Lambenon, Jésumevo Herman, merci beaucoup à vous. Je rappelle, vous êtes le président de l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin, patient également. Merci pour vos témoignages. Madame Angèle Alapini-Ayi, parent d'enfants drépanocytaires et présidente de l'association Mains Unies des familles engagée dans la lutte contre la drépanocytose, en abrégé MUFED. Ce fut un plaisir, chère dame. Plein de choses autour de vous. Plein de choses également aux membres de vos deux associations. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'en parler aujourd'hui. C'est un plaisir. Invitez-nous souvent. C'est pas tomber dans des oreilles de sourds, comme on le dit.